Chaque jour, de nouveaux mystères doivent être résolus, qu'il s'agisse de disparitions ou de phénomènes scientifiques inexpliqués. L'enquête sur ces nouveaux mystères étant toujours en cours, il est possible que certaines réponses soient bientôt trouvées. Numéro 10. Pendant des semaines, des habitants de certains quartiers de Cincinnati ont été tenus éveillés la nuit par un bruit étrange et inexpliqué. Bien que de nombreuses explications possibles aient été avancées pour ce bruit, la cause exacte est restée non confirmée. On ignore quand le bruit a commencé. Les autorités locales ont reçu de nombreux appels concernant la perturbation tout au long du mois de décembre, mais la catégorie de signalement était trop vague pour déterminer précisément quand le bruit spécifique a commencé. Mais à Noël 2025, les habitants signalaient déjà qu'ils supportaient ce bruit depuis des semaines. Le bruit était principalement entendu dans les quartiers nord, Clifton et Camp Washington, et il était décrit comme oscillant et inquiétant. Au début, de nombreux habitants pensaient qu'il s'agissait d'une sorte de sirène. Le comté de Hamilton dispose d'un système de sirène d'alerte extérieure qui est testé au début de chaque mois. Certaines personnes craignaient que le bruit ne soit un avertissement concernant une tornade ou un dysfonctionnement du système de sirène. Mais il est vite devenu évident qu'il ne s'agissait ni de l'un ni de l'autre. D'autres ont décrit le bruit comme étant semblable à celui d'un souffleur, mais incroyablement fort. Il était impossible de déterminer d'où venait le bruit. Le bruit pouvait être entendu à différents moments de la journée, mais il semblait être le plus fort la nuit. Il troublait le sommeil et rendait les animaux nerveux. Beaucoup d'habitants disaient que c'était un problème de qualité de vie. Ils ne dormaient pas suffisamment et le bruit leur causait de l'anxiété. Le fait que personne ne savait d'où cela venait ne faisait qu'empirer les choses. Certains trouvaient ces bruits mystérieux peu graves. Cincinnati est bruyante et ils s'étaient déjà habitués à d'autres bruits étranges et dérangeants. Celui-ci était nouveau, mais certains ont constaté qu'ils pouvaient rapidement le reléguer à l'arrière-plan. Ceux qui étaient dérangés par le bruit en ont parlé lors des réunions municipales. Des fonds ont été réservés pour une étude acoustique visant à percer le mystère. Pendant que les responsables préparaient l'étude, les habitants partageaient leurs théories sur le bruit sur les réseaux sociaux. Certaines étaient plus farfelues, comme des théories sur des yétis ou d'autres cryptides. Certains ont suggéré que ces sons étaient les trompettes annonçant l'apocalypse biblique. Certaines théories plus rationnelles évoquaient une usine de recyclage locale récemment installée comme cause possible. Une autre théorie liait cela à la gare de triage et à une locomotive précise qui s'y trouvait. Une source anonyme a contacté un média local avec l'enregistrement du bruit qu'il pensait être le son mystérieux. Il provenait d'un ancien engin de manœuvre appelé CSXT 8431. La locomotive nécessitait des réparations connues du personnel de la gare de triage depuis un moment. Elle n'a jamais quitté la gare de triage, mais servait à déplacer des wagons. Un responsable de la gare de triage a déclaré n'avoir aucune preuve liant une locomotive précise au bruit mystérieux et a précisé que les locomotives ne restaient pas en marche longtemps. Quelle que soit l'origine du bruit, les habitants ont été invités à contacter le 311, le numéro d'appel non urgent de Cincinnati, s'ils entendaient à nouveau le son mystérieux. Numéro 9. L'universitaire brésilienne Vitória Barreto était au Royaume-Uni pour aider une amie avec son projet de recherche. Quelques jours après le début de leur séjour, elle a mystérieusement disparu sans laisser de traces. Vitória a été vue pour la dernière fois juste après minuit, le 4 mars 2026. Environ un mois plus tôt, elle était arrivée au Royaume-Uni pour retrouver une amie, Liliane Silva, une enseignante à l'Université d'Essex. Pendant le premier mois de son séjour, Liliane était en voyage au Brésil, donc Vitória a passé ce temps avec une autre amie à Londres. Le 1er mars, elle s'est rendue à Southend-on-Sea, où vivait Liliane. Le lendemain, elles ont passé du temps ensemble à l'université située à environ 1 heure de chez Liliane. Pendant que Liliane enseignait, Vitória travaillait sur le projet à la bibliothèque. Selon Liliane, elle devait suivre la même routine chaque jour, mais elle a remarqué quelque chose d'étrange chez son amie. Vitória a passé une nuit agitée, se réveillant plusieurs fois. Le matin, elle était beaucoup plus silencieuse que d'habitude. Liliane a déclaré aux médias que son amie n'était pas attirée par l'ésotérisme, mais avait évoqué une éclipse à venir propice au nouveau départ. Elle a aussi raconté aux médias brésiliens un appel étrange où elle a entendu Vitória dire à sa mère qu'elle pensait que les 4 cavaliers de l'Apocalypse la poursuivaient et qu'elle devait traverser un portail. Malgré ce comportement étrange, Vitória et Liliane sont allées à l'université comme prévu le lendemain.
Elles ont déjeuné ensemble et prévu de se revoir à 16h45 mais Victoria n'arriverait jamais à ce rendez-vous. Au lieu de cela, elle a pris un bus pour Breitling-Sea, ville balnéaire située dans la direction opposée au domicile de Lillian. Victoria a été filmée par une caméra de sonnette dans le quartier vers 14h30. Une caméra de sécurité privée l'a filmée à proximité 1 heure après. Ces derniers déplacements connus ont eu lieu vers minuit, lorsqu'une personne, probablement Victoria selon la police, a été filmée sautant une clôture dans un chantier naval. Peu de temps après, un bateau a été détaché et a dérivé loin des quais. Le bateau sera retrouvé vide plus tard, sans gilet d'aide à la flottabilité. Aucune trace de Victoria ni de ses affaires sur le véhicule, mais son sac a été retrouvé près du chantier naval. Victoria a été signalée disparue le lendemain, lorsque personne n'a pu la joindre. Son fiancé et sa mère étaient déjà en route pour le Royaume-Uni. Selon le fiancé, elle lui avait demandé de venir avant sa disparition, et il a décidé d'emmener sa mère avec lui. Dans la zone où Victoria a été vue pour la dernière fois, on a retrouvé son sac fourre-tout blanc et son ordinateur portable. Mais son sac à dos bleu et d'autres appareils électroniques manquent toujours. Sa famille a trouvé une communauté très accueillante à Southend-on-Sea, impliquée dans les recherches de la femme disparue. Sa famille a demandé d'afficher des drapeaux brésiliens aux fenêtres, pour montrer à Victoria qu'elle est soutenue et qu'elle peut demander de l'aide en cas de détresse. Victoria est décrite comme de taille et corpulence moyenne, aux longs cheveux bruns. Et toute personne ayant des informations sur cette affaire est priée de contacter la police au 999 en mentionnant l'incident 622 du 4 mars. Numéro 8. Avec le rover Curiosity qui envoie constamment des informations sur Mars, notre compréhension de la planète voisine la plus proche ne cesse d'évoluer et de changer. Cela signifie aussi que de nouveaux mystères apparaissent au fur et à mesure que la vérité sur l'histoire complexe de Mars se dévoile. Il y a plus de 10 ans, le rover Curiosity a découvert pour la première fois des hydrocarbures enfouis dans d'anciens sédiments de fond de lac. Ce fut une découverte majeure, surtout pour les chercheurs de signes de vie anciennes sur Mars. Les hydrocarbures sont des chaînes d'atomes d'hydrogène et de carbone. La plus simple de ces molécules est le méthane, mais les chaînes peuvent devenir extrêmement longues à mesure que de plus en plus d'atomes s'y ajoutent. Les hydrocarbures représentent une grande part de la chimie organique. Les molécules ne sont pas vivantes, mais produites par la vie sur Terre et nécessaires à de nombreux organismes pour survivre. Les scientifiques, en cherchant la vie extraterrestre, estiment que des gaz comme le méthane ou les hydrocarbures pourraient constituer les premiers signes de vie sur une autre planète ou lune. Mais l'équipe qui a découvert les hydrocarbures sur Mars était d'abord prudente. Il existe des moyens de produire ces molécules sans qu'il soit nécessaire qu'il y ait de la vie. Faute d'autres signes de vie sur l'ancienne Mars, il ne pouvait s'en servir comme seule preuve. Le rover martien a continué à collecter des données et des roches à la surface de Mars. Avec les progrès technologiques sur Terre, de nouvelles expériences ont été créées pour obtenir plus d'informations de ces roches anciennes. En 2025, l'une de ces expériences a révélé des informations nouvelles et intéressantes. Le rover Curiosity a chauffé une roche argileuse provenant d'un ancien lit de lac martien. Après chauffage de la roche, les hydrocarbures libèrent des gaz ensuite analysés par les scientifiques. Ils ont découvert que la roche contenait les hydrocarbures les plus longs jamais trouvés sur Mars. Ces molécules contenaient des chaînes de Dix, 11 et 12 atomes de carbone. Les molécules sont liées à des acides gras, qui pourraient aider à former des membranes cellulaires, même si elles restent produites par une chimie non vivante. La découverte était importante. Mais alors que les scientifiques, de retour sur Terre, continuaient d'analyser les résultats du laboratoire, ils ont découvert des informations plus surprenantes. Les hydrocarbures à longue chaîne apparaissaient à environ 30 à 50 parties par milliard dans l'échantillon de roche. Ce n'était peut-être pas grand-chose, mais c'était tout ce qui restait après des millions d'années de bombardement par les rayonnements. Les hydrocarbures sont décomposés par les rayonnements ionisants qui détruisent les liaisons entre les atomes. L'atmosphère mince de Mars offrait peu de protection aux molécules contre ce rayonnement. Le fait que même cette quantité ait survécu à des millions d'années de bombardement suggérait que les hydrocarbures à longue chaîne avaient autrefois été plus abondants à la surface de la planète. Selon des calculs scientifiques publiés au début de 2026, la roche aurait pu autrefois contenir entre 120 parties par million et 7700 parties par million de ces molécules. Il est difficile de déterminer le chiffre exact. La profondeur à laquelle la roche était enfouie et ce qui a pu la protéger par le passé influence la façon dont les hydrocarbures se décomposent.
Mais il était clair que les hydrocarbures étaient présents en quantité supérieure de plusieurs ordres de grandeur sur Mars autrefois. Cette nouvelle information a révélé quelque chose de crucial sur son origine possible. Dans le passé, les scientifiques ont suggéré que les hydrocarbures martiens avaient pu arriver sur la planète par le biais de météorites. Mais désormais, ils savaient que la quantité d'hydrocarbures était trop élevée pour que ce soit le cas. La majorité des autres sources non vivantes connues de ces molécules ont aussi été exclues. Il restait possible qu'une sorte de chimie impliquant de l'eau chaude soit responsable de l'abondance de ces mystérieuses molécules. Mais il devient de plus en plus probable que la vie, ou une nouvelle chimie mystérieuse jamais observée auparavant, se cache quelque part dans le lointain passé de Mars. Numéro 7. Les bots font partie d'Internet depuis presque aussi longtemps qu'Internet existe. Les systèmes automatisés remplissent une variété de fonctions, allant des expériences scientifiques à des objectifs plus néfastes. En général, il ne faut pas longtemps à un propriétaire de site web pour comprendre le but d'un bot. Mais une vague récente de trafic de bots est bien plus mystérieuse que tout ce qu'on a pu voir auparavant. La vague de bots a commencé à un moment donné en 2025. Les propriétaires de sites web personnels ont constaté une étrange hausse de trafic inexpliquée. Le nouveau trafic surpassait tout ce que les sites avaient connu, et beaucoup pensèrent d'abord que leur site décollait enfin. En examinant les données, ils ont constaté que tout ce nouveau trafic venait d'une seule ville en Chine. Lanzhou se trouve au centre géographique du territoire chinois et c'est l'une des plus grandes villes du nord-ouest du pays. Autrefois, étape clé de la route de la soie, elle est aujourd'hui réputée pour ses industries manufacturières et pharmaceutiques. La plupart des sites web n'avaient aucun lien avec la Chine, donc le fait qu'ils semblent attirer autant d'attention depuis cette seule ville était inhabituel. Une analyse approfondie des statistiques a confirmé qu'il ne s'agissait pas d'une simple hausse de popularité. Les nouveaux visiteurs chinois restaient en moyenne 0 secondes sur la page web. Ils ne faisaient pas défiler la page, ne cliquaient sur aucun lien et n'interagissaient d'aucune manière avec le site web. C'était clairement des bots, mais il était plus difficile d'en comprendre le but. Ce n'étaient pas seulement les sites personnels qui étaient visés par cette vague de bots non plus. Des sites web gouvernementaux américains et météorologiques figuraient parmi les affectés. Au cours des dernières années, de plus en plus de sites ont vu des bots associés à des robots d'exploration pour l'IA. Ces bots collectent du contenu pour entraîner les algorithmes d'IA. Et généralement, les bots s'identifient comme tels lorsqu'ils accèdent à un site web. Ils ne cacheraient leur véritable objectif qu'après avoir été interdits d'accès à un site web. Ces bots ont apparemment caché leur objectif dès le début. Il ne semble pas y avoir de raison pour une hausse soudaine du nombre de robots d'exploration utilisés pour l'IA. L'augmentation est si extrême que certains sites ont dû acheter plus de bandes passantes pour rester stables pour leurs vrais visiteurs. L'origine réelle de ce trafic reste également un mystère. Lanzhou n'est pas réputé pour ses centres de données, et certains experts doutent que les bots viennent réellement de là-bas. Des experts du numérique estiment qu'il s'agit probablement de la meilleure estimation de Google selon ses données géographiques. Cela pourrait également avoir un lien avec la position de Lanzhou, qui se trouve près du centre géographique de la Chine. Ce que les experts ont déterminé, c'est que tout le trafic est acheminé via Singapour. Ils ont également découvert que les bots sont passés par des serveurs associés à Tencent, Alibaba et Huawei. Pour l'instant, les bots ne semblent causer aucun dégât. Le problème, c'est que ce trafic fausse les statistiques du site, ce qui est gênant pour ceux qui vivent de la publicité. Le fait que le trafic des bots représente une si grande partie de l'audience d'un site pousse les annonceurs à considérer ce site comme un mauvais endroit pour investir dans la publicité. Pour l'instant, les gestionnaires de sites utilisent des outils pour bloquer l'accès des bots, notamment en limitant les adresses IP et les systèmes d'exploitation autorisés à accéder à leur site. À moins que l'origine des bots soit identifiée, ce n'est sans doute qu'une solution temporaire. Numéro 6. Nicole Nikiwinder a quitté son lieu de travail dans une communauté rurale du comté de Brazos il y a plus d'un mois. Aucun de ses amis ou de sa famille n'avait la moindre idée que ce serait la dernière fois qu'il la verrait avant qu'elle ne disparaisse sans laisser de traces. Vers 16h, le 25 février 2026, la police et les pompiers ont été appelés sur un site pétrolier sur la FM 974, juste au nord de la route 21. Un camion Chevy blanc avait été aperçu en feu sur le bord de la route. À leur arrivée, les pompiers ont vite compris qu'il s'agissait d'un incendie criminel.
Quelqu'un avait incendié ce camion presque neuf et le feu avait commencé peu de temps avant que l'appel ne soit passé. La police a lancé son enquête en recherchant les propriétaires du véhicule. Il était immatriculé au nom de Nikki Winder, mère de 2 enfants, très appréciée dans la communauté. Mais ils ont vite compris que personne ne savait où était Nikki, vue pour la dernière fois dans une résidence à Bryan, à 3 km de sa voiture retrouvée. Elle travaillait dans les soins à domicile et poursuivait ses tâches quotidiennes sans montrer de signes de problème. Elle a quitté la maison vers 15 h, soit environ 1 heure avant l'appel concernant sa voiture. Cela laissait à la police une fenêtre d'1 heure seulement pendant laquelle quelque chose avait dévié de la routine habituelle de Nikki. Il semblait probable que ce qui était arrivé à Nikki s'était produit rapidement. Nikki n'a pas disparu dans une zone très peuplée. Bryan était la ville la plus proche du lieu où sa voiture a été retrouvée. La zone autour de l'endroit où le véhicule a été retrouvé était rurale et principalement composée de terres agricoles. Ce n'était pas un endroit très fréquenté, ce qui rendait peu probable que quelqu'un tombe sur l'incendie peu de temps après qu'il ait été déclenché. Au début de l'enquête, la police s'est dite inquiète pour la sécurité de Nikki et a émis une alerte Clear via le système Amber Alert. Des équipes de recherche aérienne et terrestre ont commencé les opérations de recherche autour de l'endroit où la voiture de Nikki a été retrouvée. Les unités cynophiles ont été mobilisées, mais aucune trace de la femme disparue n'a été retrouvée. La police a lancé un appel à toute personne disposant de caméras de chasse ou d'enregistrement de caméras de sécurité afin qu'elle se manifeste pour aider à l'enquête. 2 semaines après la disparition de Nikki, la police a publié une mise à jour. Des images de vidéosurveillance ont capté la voiture de Nikki sur la FM9 174 au cours de l'heure écoulée entre sa dernière apparition et la découverte du véhicule. Les images, trop floues, n'ont pas permis d'affirmer avec certitude que c'était Nikki au volant. La même vidéo de surveillance a également capturé l'image d'un quad pendant cette même période. La police ne pouvait pas dire si ce véhicule avait un lien avec la disparition de Nikki, mais elle cherchait à identifier le conducteur dans l'espoir qu'il puisse aider à l'enquête. Depuis lors, il y a eu quelques mises à jour dans l'enquête elle-même, mais la communauté s'est mobilisée pour soutenir Nikki et les efforts de recherche. Nikki est décrite comme mesurant 1,70 m et pesant 59 kg. Elle a les cheveux blonds et les yeux verts. Son véhicule était un pick-up Chevrolet blanc, modèle 2025 avec des jantes noires. Merci de contacter le bureau du shérif du comté de Brazos si vous avez des informations. 79-361-4900 ou leur service de police local. Brazos County Crime Stoppers a offert une récompense pour toute information aidant à résoudre l'affaire et a donné à la famille de Nikki les réponses qu'elle mérite. Numéro 5. Des villageois de la communauté de Fizzle, près d'Ambor, au Sénégal, ont fait une découverte macabre au bord de la route début mars. Le corps d'un âne était entouré des restes de 24 vautours et d'une corneille, et il était évident que l'animal n'était pas mort de façon naturelle. La police a retrouvé le propriétaire de l'âne habitant le village voisin. Selon le propriétaire, son neveu avait emmené l'animal avec un autre âne pour tirer une charrette jusqu'à un village voisin. Et l'âne était malade depuis un certain temps, avant même le début du voyage. En chemin, l'animal n'a plus été capable de tirer la charrette, et le conducteur a décidé de laisser l'âne sur le bord de la route et de poursuivre le trajet avec un seul animal. Il est revenu plus tard pour récupérer l'âne, mais il était encore trop malade pour bouger. Le lendemain, il était vivant mais ne pouvait toujours pas être déplacé. Le conducteur a affirmé qu'il était retourné chez lui pour arroser son jardin, et qu'à son retour, l'âne n'était plus en vie. La police et les agents de la voirie ne sont arrivés sur place qu'après 2 jours. L'âne était désormais entouré de dizaines d'oiseaux qui semblaient avoir tenté de se nourrir de la carcasse. Il était impossible de déterminer exactement ce qui avait causé la mort de l'âne, mais la police pensait que l'animal avait probablement été empoisonné. Cela expliquerait pourquoi les oiseaux charognards sont morts après avoir mangé le corps. Mais cela n'expliquait pas pourquoi beaucoup des oiseaux avaient la tête coupée. Les têtes avaient visiblement été enlevées avec des outils. Les autres corps étaient aussi intacts, prouvant que ce n'était pas l'œuvre de charognards. Un examen des restes a montré que l'un des oiseaux portait 2 bagues aux pattes. Les bagues portèrent les inscriptions JKK et T87 1350 Museum Paris, ce qui indiquait que ces oiseaux étaient étudiés par des scientifiques du Museum. Qui a commis le crime et pourquoi reste un mystère, mais la police a quelques théories. Les têtes de vautours se vendent parfois au marché noir et servent à la médecine traditionnelle ou au sort.
Selon la Fondation pour la conservation des vautours, les têtes de vautours sont parfois utilisées dans des rituels destinés à attirer la chance. Elles sont très populaires lors de fortes pressions sociales, comme pendant les élections ou avant des matchs de football majeurs. On ignore si la personne ayant enlevé les têtes est aussi celle qui a empoisonné les animaux, s'ils l'ont vraiment été. L'âne a peut-être accidentellement avalé quelque chose destiné à un autre animal, provoquant ensuite un effet domino chez les charognards. Cependant, ce n'est pas la première perte massive de vautours en 2026. La Fondation pour la conservation des vautours a enregistré 2 autres incidents, rien qu'en Afrique. Le premier était un empoisonnement accidentel dans un parc national à la frontière Kenya-Tanzanie, où des vautours ont mangé de la viande empoisonnée laissée pour les lions. Le second était une attaque délibérée contre des oiseaux au Burkina Faso, où les carcasses étaient vendues sur le marché noir. L'âne, les vautours et les corbeaux ont été enterrés là où ils ont été trouvés. Alors que l'enquête sur ce mystère se poursuit, il semble probable que ce ne sera pas le dernier de ces incidents glaçants. Numéro 4. Depuis son lancement, en 2021, le télescope spatial James Webb repousse les limites de nos connaissances sur l'univers. Au début de 2026, les scientifiques ont confirmé une découverte que le télescope avait faite plusieurs mois auparavant. La galaxie la plus lointaine jamais détectée. En observant l'espace lointain, les scientifiques regardent en réalité dans le passé. La lumière met du temps à atteindre la Terre. La lumière est rapide, donc sur de courtes distances, le trajet de la lumière est relativement court. Mais lorsqu'on regarde plus loin, il faut de plus en plus de temps pour que la lumière de ces objets lointains nous parvienne. Nous voyons donc l'objet tel qu'il était lorsque la lumière est partie. Parfois, il y a des millions ou milliards d'années. Selon les calculs scientifiques, la lueur floue de lumière jaune et rouge détectée par le télescope spatial James Webb avait quitté son point d'origine il y a plus de 13 milliards d'années. Cela signifierait qu'elle provient d'une époque où l'univers n'avait que quelques centaines de millions d'années. Le calcul de l'âge était basé sur la distance apparente de l'objet par rapport à la Terre. Elle semblait se trouver à 33,8 milliards d'années-lumière. Le temps que la lumière a mis pour atteindre la Terre ne semble pas correspondre à la distance de cette mystérieuse galaxie. La galaxie était bien plus proche de nous quand sa lumière est partie, alors que l'univers était jeune. Au début, les scientifiques n'étaient pas sûrs de l'exactitude de ces calculs. Une lentille gravitationnelle ou autre phénomène pouvait faire paraître un objet proche comme plus éloigné. Un projet nommé Miracle or Mirage a été lancé pour déterminer comment cette galaxie pourrait être nommée. Cela a permis aux scientifiques de confirmer son âge et sa distance, et a donné un nom à la galaxie qui est désormais connue sous le nom de MOAM 14. L'incertitude des scientifiques venait de l'âge et de la distance extrême de la galaxie, qui montrait des propriétés inattendues si tôt dans l'univers. À titre de comparaison, la distance temporelle entre le début de l'univers et MOAM Z14 est plus courte que la distance entre l'apparition des requins sur Terre et aujourd'hui. À ce stade, les scientifiques pensaient qu'ils devraient observer les toutes premières galaxies de l'univers, qui seraient composées presque exclusivement d'hydrogène et d'hélium. Ce sont les éléments les plus simples, faits de quelques particules subatomiques. Ils furent aussi les premiers atomes de l'univers. Mais lorsque les scientifiques ont analysé la lumière provenant de MOAM 14, ils ont trouvé quelque chose d'inhabituel. Les émissions lumineuses de la galaxie révélaient la présence d'azote et de carbone. Selon nos modèles de l'univers primitif, ces éléments n'auraient pas dû exister. Ils se forment dans le cœur des étoiles et ne sont dispersés dans la galaxie qu'à la fin de la vie de l'étoile. La présence de ces éléments dans MOAM Z14 a laissé les astronomes perplexes et en quête de réponses. Cela semblait indiquer que nos modèles de l'univers primitif n'étaient pas aussi précis qu'on le pensait au départ. Les scientifiques espèrent que le lancement du nouveau télescope spatial Nancy Grace Roman plus tard cette année pourra nous aider à résoudre certains de ces mystères de l'univers primitif. Numéro 3. William Neal McCaslin a disparu sans laisser de traces le 27 février 2026. Après plus d'1 mois de recherches intensives, aucune trace de l'homme disparu n'a été retrouvée et l'attention commence à se porter sur sa mystérieuse carrière militaire. McCaslin est un général de division à la retraite de l'armée de l'air des États-Unis et un ingénieur en astronautique. Selon ceux qu'il connaissait, il restait généralement la personne la plus intelligente de la pièce, même s'il avait l'esprit embrumé au moment de sa disparition. Il vivait avec son épouse à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, et était resté actif après sa carrière militaire terminée il y a plus de 10 ans.
Toujours investi dans la science, il a travaillé pour plusieurs entreprises privées en nouvelles technologies. McCasland était aussi décrit comme passionné de plein air et aimait randonner dans le terrain accidenté près de chez lui. Il a été vu pour la dernière fois vers 11 h le jour de sa disparition, et ce matin-là, il avait interagi avec le réparateur qui est parti vers 10 h 3D. Une heure plus tard, sa femme a quitté la maison pour faire des courses, et lorsqu'elle est revenue peu après midi, McCasland était introuvable. Ce n'était pas inhabituel pour lui de quitter la maison, et que McCasland parte faire une randonnée en solitaire n'aurait normalement rien d'inquiétant. Mais les objets qu'il avait laissés ont aussitôt donné l'alerte. On a retrouvé chez lui les objets connectés que McCasland portait sur lui, ainsi que son téléphone et ses lunettes. Il était extrêmement inhabituel que McCasland parte sans ces objets. Ses bottes de randonnée ont été retrouvées dans une autre de ses propriétés, à environ 320 km de sa résidence d'Albuquerque. S'il était parti en randonnée, il aurait été très mal préparé. Après avoir fouillé les résidences, les seuls objets qui manquaient étaient le portefeuille de McCasland, une arme, son étui et un sac à dos rouge. Après l'alerte, la police a reçu de nombreuses pistes. Au moins une personne pensait l'avoir aperçu au début du sentier, blanchi à la chaux dans le canyon Piedra Lisa, mais on ne sait pas si cette observation a été confirmée. La recherche de McCasland a permis de trouver un indice potentiel, un sweatshirt de l'US Air Force retrouvé à 2 km à l'est de sa dernière position connue. On ignore si le vêtement appartenait à McCasland, mais cette découverte a recentré les recherches des enquêteurs sur ce lieu. Les recherches ont utilisé des hélicoptères avec caméras infrarouges. La police pensait qu'en cas de problème en montagne, il pourrait localiser sa signature thermique ainsi. Malheureusement, à cause de la chaleur, il était impossible de différencier une signature thermique humaine de celle du paysage environnant. En plus des signalements, la police a également reçu de nombreuses théories et suggestions qui relevaient parfois du domaine des théories du complot. La disparition de McCasland a été largement médiatisée en raison de sa carrière militaire. Après une carrière axée sur les technologies avancées, McCasland a été nommé commandant du laboratoire de recherche de l'US Air Force à la base Wright-Patterson dans l'Ohio. La base a une longue histoire d'association avec les ovnis, en particulier l'incident de Roswell. Selon sa femme, McCasland n'a interagi avec la communauté des ovnis que via Tom DeLonge, leader d'un mouvement pour la divulgation des ovnis. Elle a dit qu'il avait été consultant pour DeLonge, lui apportant des conseils militaires et scientifiques pour ses livres. Même si McCasland avait des connaissances d'initié sur le sujet, il avait quitté l'armée 13 ans avant sa disparition. La police juge improbable que sa carrière militaire ait influencé sa disparition et précise s'appuyer sur des faits, non des théories du complot. McCasland est décrit comme mesurant 1,80 m et pesant 73 kg. Il a les yeux bleus et les cheveux blancs. Toute personne disposant d'informations peut contacter la ligne du shérif du comté de Bernalillo. 5-468-7070. Numéro 2. Le 14 janvier 2026, un équipage de 4 astronautes a améri dans l'océan Pacifique après une évacuation médicale depuis la Station spatiale internationale. C'était la première fois qu'une telle évacuation avait lieu et la cause réelle reste un mystère. 5 mois plus tôt, le 1er août 2025, la mission Crew 11 a été lancée en orbite dans le cadre du programme d'équipage commercial de la NASA. L'équipe était composée des astronautes de la NASA, Mike Fink et Zaina Cardman, ainsi que du japonais Kim Yayoi et du cosmonaute Oleg Platinov. Fink était le plus expérimenté du groupe et l'un des astronautes les plus chevronnés encore en activité à la NASA. Il fait partie des rares Américains qualifiés pour piloter la navette spatiale, le Soyouz russe, le Boeing Starliner et le SpaceX Crew Dragon. Ce serait sa 4e mission vers l'ISS et il s'attendait à participer à sa 10e sortie dans l'espace. La veille de cette sortie dans l'espace, un événement très étrange s'est produit. Selon Fink, il avait fini ses préparatifs et dînait quand il est soudainement tombé malade. Lorsqu'il a rapporté cela aux médias plusieurs mois plus tard, il n'est pas entré dans les détails de ce qui s'était passé, mais il a précisé qu'il se souvenait de ne pas avoir ressenti de douleur. Mais il s'est soudainement rendu compte qu'il ne pouvait plus parler, et les autres membres de l'équipage ont remarqué que quelque chose n'allait pas. Il n'y avait pas de médecin à bord de la Station spatiale internationale, donc l'équipage a dû communiquer avec quelqu'un au sol pendant qu'ils essayaient de comprendre ce qui n'allait pas avec Fink. Ils ont utilisé l'appareil d'échographie portable qui se trouvait à bord de la station et ont réussi à stabiliser Fink.
Fink n'était pas en danger immédiat, mais la NASA a estimé préférable qu'il rentre sur Terre pour des examens supplémentaires. L'organisation a indiqué aux médias qu'il s'agissait d'une simple précaution, non d'une urgence. Lors de l'annonce de l'évacuation, l'identité de Fink est restée secrète. Les 4 membres de l'équipage de Crew 11 ont été ramenés sur Terre et examinés conformément à la procédure standard. Mais des rumeurs ont commencé à circuler sur l'identité de l'astronaute malade, et Fink s'est volontairement dévoilé. Fink a affirmé être en bonne santé et ignorait pourquoi il était soudainement tombé malade. De retour sur Terre, plusieurs examens ont eu lieu. Il a confirmé s'être étouffé en mangeant, et les tests ont montré l'absence de crise cardiaque. Mais au-delà de l'élimination de ces 2 causes, les médecins n'ont pas pu déterminer ce qui s'est réellement passé. Selon Fink, la NASA analyse les dossiers médicaux d'autres astronautes pour détecter d'éventuels schémas pouvant expliquer ce qui lui est arrivé. Mais ils hésitent à divulguer trop d'informations sur l'incident médical de Fink, de peur que les autres astronautes ne redoutent la révélation de leurs données privées. À cause de cela, le public ne saura peut-être jamais la réponse à ce mystère. Numéro 1. Quelques heures après le début de la guerre en Iran, une mystérieuse station de radio a commencé à émettre dans le sud de l'Europe. Cela ressemblait à quelque chose tout droit sorti de la guerre froide, mais il est vite devenu évident qu'il s'agissait d'une guerre bien plus moderne. Les stations de nombre sont un phénomène qui fascine les passionnés de radio et les amateurs d'espionnage depuis des décennies. Utilisées d'abord durant la Seconde Guerre mondiale, elles sont devenues célèbres pendant la guerre froide. Les stations diffusaient ce qui semblait être une série de chiffres aléatoires, souvent avec une voix monotone et inquiétante. Pour la plupart des auditeurs, il était impossible de comprendre la signification des chiffres. Mais les espions sur place pouvaient décoder les messages grâce à un carnet de code spécial. Les stations de nombre étaient utiles, car n'importe qui pouvait les capter. Elles ne demandaient aucun équipement spécialisé, et sauf si l'espion était surpris, l'ennemi ignorait qui écoutait. Les codes changeaient souvent, les rendant presque impossibles à déchiffrer. À l'époque, sans appareil ni méthode de communication cryptée, c'était le moyen idéal d'informer un espion sans attirer l'attention. Mais le système avait des inconvénients. L'espion ne pouvait répondre et l'expéditeur ignorait si le message avait été reçu. L'évolution technologique a rendu les stations de nombres obsolètes. Il existe encore quelques stations en activité aujourd'hui, y compris le tristement célèbre buzzer, mais V32 a été la première nouvelle station de nombre à commencer à émettre depuis des années. Elle est entrée en service le 28 février 2026, seulement 12 heures après les premières attaques contre l'Iran. L'émission a commencé par le mot « attention » en farsi, répété 3 fois avant que des séries de chiffres ne soient énoncées. Selon les passionnés de radio qui ont capté l'émission, ces premiers messages semblaient être lus par une vraie personne, bien qu'ils aient été préenregistrés. Le message était divisé en plusieurs sections, chacune durant environ 15 minutes. Au total, l'émission a duré quelques heures avant de s'arrêter. Quelques heures plus tard, elle semblait revenir pour répéter la diffusion précédente. Au départ, on a pensé que les autorités iraniennes pouvaient être à l'origine de la diffusion. La station de radio semblait émettre en Europe centrale ou du Sud, mais il était difficile d'en connaître l'emplacement exact. Puis le 16 mars, la diffusion a été interrompue. Quelqu'un a utilisé un bubble jammer pour bloquer les messages. Les autorités iraniennes avaient déjà utilisé cette méthode pour perturber les radios, et les analystes pensaient qu'elles tentèrent de couper la diffusion V32. Cela les a exclus comme étant à l'origine de la station de nombre, mais cela ne confirmait pas nécessairement qui en était responsable. V32 a continué à émettre après être passé sur une autre fréquence radio. Une analyse approfondie a permis aux passionnés de radio de préciser l'emplacement de l'émetteur. Il semblait provenir d'une zone d'Allemagne utilisée comme zone d'entraînement restreinte par l'armée américaine. Cela a peut-être permis de conclure que la diffusion venait des États-Unis. La CIA a utilisé des stations de nombre par le passé, bien que les analystes fassent remarquer que la station semblait avoir été assemblée à la hâte. Dans les premiers jours de la diffusion, un bruit étrange pouvait être entendu, qui serait, selon certains, une alerte avertissant l'opérateur qu'il utilisait des canaux non chiffrés. La station de radio semblait réaffectée, mais les réglages n'étaient pas totalement adaptés à sa nouvelle fonction. Même si l'armée américaine ou une agence de renseignement est derrière cette station mystérieuse, cela ne répond pas à la question de savoir pourquoi elle la diffuse en premier lieu.
Il se peut que ce soit juste pour communiquer avec des espions ou alliés en Iran, surtout après les restrictions d'accès à Internet imposées par les autorités. Cela pourrait aussi n'être qu'une distraction ou une tactique psychologique pour amener l'Iran à s'inquiéter de savoir qui pourrait recevoir ces messages. Merci à tous de votre attention. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime ». N'oubliez pas non plus de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour rester informé de toutes nos prochaines vidéos. Mais je m'appelle Top 5 Unknowns et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.